Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous retrouvons René Rebaud, président fondateur de l'association Les Aramaviens, qui vise à accompagner les malvoyants et non-voyants après un séjour de réadaptation à l'hôpital de Nîmes, les Aramaves. Durant cet entretien, nous aborderons les missions de l'association, des questions portant sur l'entrée dans le monde du handicap, ainsi que sur les activités de Monsieur Rebaud, qui est photographe en dépit de son handicap. Bonjour Monsieur René Rebaud, vous êtes président fondateur de l'association Les Aramaviens, qui vise à accompagner les malvoyants et non-voyants après un séjour à l'hôpital de Nîmes. Comment avez-vous eu l'idée de fonder cette association ? Oui, alors elle est venue que j'ai fait un séjour de réadaptation à cette clinique Aramave à Nîmes. Un séjour qui m'a été accordé donc après un examen des médecins de la clinique de 3 mois. Pendant ces 3 mois, on est nourri, logé, on ne bouge pas de l'hôpital, on reste là-bas. Et tous les jours, il y a des ateliers où on nous fait la réadaptation, tant au point de vue orthoptiste que numérique, que de tout ce qu'on a besoin, quoi. En fonction, chaque cas est indépendant. Il y a 20 chambres, donc ils ont droit à chaque fois à 20 patients. Et les séjours sont de 1 mois à 6 mois pour certains. Les 6 mois, c'est souvent ceux qui sont aveugles ou vous apprennent le braille, qui est plus long à apprendre. Donc dans cette clinique, on nous apprend à marcher avec une canne blanche, on nous apprend plein de solutions adaptées à notre problème individuellement. Ce séjour m'a été conseillé par mon ophtalmologie parce que en tant que photographe de métier, j'avais des grandes difficultés et j'étais un petit peu perdu pour trouver des solutions. En partant, en consultation avec quelques patients qu'il y a eu à l'Aramave, on a décidé de créer une association pour qu'on puisse se retrouver par la suite. Devenir un petit peu des amis, parler des Aramaviens. Qui dit Aramave dit Aramavien. C'est pour ça que ça s'appelle Aramavien, l'association. D'accord. Ensuite, donc, on a créé ça. On était une équipe de 4-5. On n'est pas tous de Nîmes. Il y en a de la Loire, il y en a de Paris, il y en a un petit peu de partout dans la France. Et on a créé cette association-là et on essaie donc de créer des liens, de se rencontrer de temps en temps dans des restaurants pour discuter, échanger, c'était le plus important. Échanger, trouver des fournisseurs des équipements assez modernes pour matériel adapté qui nous permettent de lire, puisqu'on ne peut plus lire. Qui nous permettent de lire, des loupes grossissantes. Enfin, il y a tellement de choses à disposition, un peu onéreuses. Et donc, on essaie de se le faire prêter pour essayer avant d'acheter. De là, on a eu que l'opportunité d'avoir d'autres adhérents qui n'ont jamais fait la Ramave, c'est-à-dire avec le vieillissement des gens, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés visuelles. Ils nous ont rejoints et donc grâce à notre expérience de réadaptation, on peut leur donner des idées, des conseils de ce que nous on a appris. Et puis on évolue au fur et à mesure donc des années. L'association actuellement, elle est plus de 60 adhérents, donc de 4-5 adhérents au départ, on est à 60. Je freine un petit peu parce qu'autrement on en aurait beaucoup plus. Parce que notre but n'est pas de faire comme d'autres associations qui font des promenades. Nous, c'est plus des rencontres et des échanges. Je ralentis parce que c'est très dur à trouver des bénévoles qui nous aident. Parce que tout seul, en tant que malvoyant, c'est pas facile. Le but est maintenant donc d'y arriver parce qu'il y a de plus en plus de malvoyants. On a créé donc des antennes. Moi-même, le siège est donc dans la Loire. On essaie de créer des animations sur Lyon, qui est très important. On a beaucoup d'adhérents, on en a plus d'une trentaine. Il y en a qui viennent de Mâcon, il y en a qui viennent de Annecy, il y en a qui viennent un petit peu de partout. Partout, je veux dire, il y en a de Paris. On a créé une antenne à Paris, on a créé une antenne surtout à Nîmes, puisque la Ramave étant à Nîmes, c'est le plus important à Nîmes, parce que c'est pour être proche un petit peu du siège de la Ramave. D'accord. Donc vous mentionnez le fait qu'il y a de plus en plus de malvoyants, que c'est aussi une association tentaculaire. Donc l'entrée dans le monde du handicap, c'est une épreuve qui est difficile, aussi bien pour les familles que pour les adhérents. De quelle manière accompagnez-vous ce public ? On a créé un petit livre annuel où je présente un peu tout ce que l'association a fait. Ce livre s'appelle La Lorgnette.
L'association participe à beaucoup d'autres associations, donc qui est membre. On a adhéré donc au comité Louis Braille, qui est un comité qui regroupe plus de 24 associations de déficients visuels différentes dans le Rhône-Alpes. On a adhéré à d'autres associations parisiennes aussi, donc qui nous permettent d'ouvrir nos connaissances sur d'autres ateliers qui présentent du matériel adapté. Les familles, bien sûr, qui sont un petit peu démunies, on leur donne un soulagement parce que la plupart des familles, malgré les services sociaux, n'ont pas accès aux nouveautés. Donc on leur dit voilà, il existe ça, et puis ça les aide, ça les soulage beaucoup. Les familles sont très importantes parce qu'elles participent pour emmener le déficient visuel vers nous quand on fait des sorties. Ensuite, on a aussi des activités importantes. On essaie de faire des jeux adaptés, des jeux de société plus ou moins, comme les jeux de loi ou des trucs comme ça quand on se rencontre après un bon petit repas. C'est toujours agréable d'échanger Alors il y a des adhérents qui viennent de très loin quand on fait des réunions sur Lyon. Il y en a qui viennent de Annecy, il y en a qui viennent de Bordeaux, il y en a qui viennent un peu de partout parce qu'ils sont fidèles, si vous voulez, certains des aramaviens, donc des gens qui ont fait la clinique, ils se connaissent un petit peu entre eux après, ou alors ils se connaissent ensuite quand on discute de notre séjour de la Ramave. Et donc on est tout le temps à la recherche des solutions pour trouver des aides financières, c'est-à-dire que ça nous permet de faire des extras avec l'association, de payer quelquefois un petit peu plus que le repas aux adhérents. Quand ils viennent, ça nous permet de leur payer le café, un petit gâteau, des trucs comme ça, ou des sorties qu'on envisage. Ça nous permet également de payer tout ce qui est les frais fixes, tels que les imprimantes, il faut de l'encre, il faut du papier, des tas de trucs, vous voyez. Là, cette année, j'avais un département là qui nous aidait bien financièrement au point de vue subvention, qui nous donnait jusqu'à 1 000 € par an. Cette année, c'est 0, sous prétexte qu'ils ont des difficultés au niveau départemental. Et bon, c'est pas facile, mais enfin, j'y arrive, c'est tout un gros travail. Et là, je suis seul à essayer de faire ça, parce que les adhérents veulent bien adhérer, mais m'aider dans le côté bureaucratie, c'est pas facile. On cherche toujours un bénévole qui puisse m'aider administrativement, pour ne serait-ce que corriger quelquefois, parce que on ne peut plus voir les fautes d'orthographe. Oui, je vois. Donc oui, vous les accompagnez à travers donc des prix qui pourraient être moins importants, et notamment en travaillant avec d'autres associations. Donc avoir une déficience visuelle, peut aussi conduire à une forme de discrimination. Selon vous, votre association permet-elle de changer le regard de la société sur les personnes malvoyantes ou non-voyantes ? Oui, parce que il y a en dehors de nos actions que nous faisons pour montrer un petit peu notre handicap, dans la société, des gens ignorent que nous sommes malvoyants, ça ne se voit pas sur notre visage. La plupart, s'ils n'ont pas la grosse canne blanche, on ne sait pas qu'ils sont déficients visuels. C'est là le danger. Et donc le public qui ne nous connaît pas et croit qu'on est voyant comme eux, il nous bouscule involontairement alors qu'on est vraiment en danger. Il y a dans des transports ou autres des assistances qui existent maintenant, mais ils ne voient pas toujours quand ils nous accompagnent, ils ne savent pas comment prendre notre bras et comment s'y prendre. Alors il existe des moyens que j'essaie de montrer à mes adhérents, la plupart. On n'est pas obligé de prendre la grosse canne blanche qui est au sol, qui nous permet de trouver s'il y a une marche d'escalier, s'il y a un mur ou autre. Donc il existe des petits sujets pour montrer qu'on est déficient visuel. C'est une petite canne télescopique, une canne de signalisation, et grâce à ça, les gens qui nous voient arriver tout en marchant, ils s'écartent pas, mais ils sont très très prêts à essayer de nous aider si on a une difficulté à essayer de lire un panneau où il y a des horaires de train, de lire une affiche, c'est très difficile Et c'est grâce à des démonstrations que l'on fait, des animations que l'on fait quelquefois, que ça permet à des gens de dire attention, oui, en effet, il est vraiment déficient visuel, et il nous reste à le dire bien sûr visuellement, mais les gens n'y croient pas trop. Quand on va dans une grande surface, on a du mal à passer en caisse parce qu'ils ne nous voient pas handicapés, on n'a pas de fauteuil roulant. Alors notre association intervient de trouver ces produits, bien sûr, avec des fournisseurs, mais après d'essayer de les faire financer par des fondations ou la MDPH. Alors que les gens ignoraient totalement ce genre de prestations. Que quelquefois je me déplace moi-même pour être mieux au courant d'autres produits qui existent. Et quelquefois même moins cher,
l'AVH, dans ses locaux à Paris, font venir des intervenants, des fabricants, des ingénieurs du monde entier, quoi, oui, qui nous présentent des produits non connus, que l'on ne trouve pas en France dans toutes les associations qui font des démonstrations. Et c'est souvent les mêmes prestataires, donc ils ne montrent pas certaines nouveautés que l'on trouve à Paris. C'est un handicap qui est difficile à comprendre, à saisir, et il faut mettre en place des dispositifs pour soulager donc aussi la vie des personnes concernées. Donc vous parliez notamment des produits que vous proposez sur votre site. Est-ce que vous pourriez nous parler des entreprises avec lesquelles vous travaillez pour mettre en avant ces dispositifs justement pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes ? Il y a beaucoup d'opticiens qui se sont mis à essayer de faire des démonstrations et vendre, voire même du matériel, avec des fournisseurs étrangers, voire même français, des inventeurs. Mais les opticiens ne font que vendre. Ils ne sont pas là après pour vous aider à comprendre le produit ou vous assister, même pour le SAV. Alors on a trouvé des fournisseurs spécialisés, tels que la société Cflou, qui doit être de côté de l'Alsace, là-haut, qui travaille au niveau national. Cflou présente beaucoup de matériel, ils avaient un catalogue, on est devenus partenaires. Quand ils ont des nouveautés, ils m'envoient un petit peu, et ça me permet de faire, quand on fait nos sorties, nos repas, et quelquefois tous les mois dans des petits ateliers, on présente le matériel, la nouveauté aux adhérents, sans obligation d'acheter, afin qu'ils puissent tester eux-mêmes, en prendre connaissance, et après, bon, si vraiment ils sont intéressés, on peut essayer avec d'autres partenaires, tels que la Fondation RASE, qui nous permet de financer cet équipement destiné uniquement aux déficients visuels ou aux non-voyants, faisant partie de l'association. C'est très important. Il n'est pas question de financer quelqu'un qu'on ne revoit plus après. C'est fou. Il faut participer à des ateliers, parce que les ateliers permettent aussi d'échanger entre eux, entre les déficients visuels. C'est très important parce que tiens, moi je fais comme ça, moi je suis comme ça, et ça permet de nourrir un petit peu leur échange. D'accord. Oui, je vois. Donc vous proposez beaucoup de produits, mais il faut une forme d'investissement de la part des adhérents pour pouvoir en bénéficier, prouver leur sérieux. J'aimerais aussi revenir un peu sur votre parcours, puisqu'avant d'être président de l'association d'Aramavien, vous mentionnez vous-même que vous étiez photographe de métier. Comment vous avez vécu cette perte progressive de la vue en tant que photographe ? Alors oui, c'est très dur. Je suis photographe depuis plus d'une trentaine d'années. La difficulté, j'avais donc plusieurs commerces, c'était l'époque de l'argentique, j'avais jusqu'à 3-4 magasins. Et que j'ai réussi au moment d'arriver du numérique de les revendre, quoi, parce que le numérique a enlevé beaucoup de prestations. C'est-à-dire que on ne développe plus de pellicules photo, donc les gens viennent moins au magasin, vu qu'ils se font ça en numérique, ils gardent ça sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Alors qui dit plus de magasins, plus de visites, on vend plus d'albums, plus de cadres, tout ça. Alors je me suis retranché sur un seul magasin. De là à arriver à un moment donné où comment s'est déclarée ma maladie, c'est quand j'avais 59 ans, quand on vendait donc des paires de jumelles, je m'aperçois qu'il y a un œil, je ne voyais pas comme l'autre. Alors, je pensais que c'était la paire de jumelles qui avait un défaut. Je l'envoie au SAV, au bout d'un mois, elle me retourne en me disant non, la paire de jumelles fonctionne bien. Et je me dis bon, alors c'est peut-être moi qui ai un petit problème. Je vais voir un ophtalmologue qui nous trouve un début de DMLA. Je prends 2 secondes pour vous expliquer en quoi consiste la maladie de la DMLA. Aussi appelée dégénérescence maculaire liée à l'âge, elle correspond selon le site INSERM du gouvernement à la perte d'une partie de la rétine appelée la macula. Une personne atteinte de cette maladie devient invalide, cependant il n'y a pas de risque de devenir aveugle, étant donné qu'une partie de la rétine reste encore intacte. Elle survient le plus souvent chez les cinquantenaires, c'est le cas de M. Rebaud. Cette maladie est aussi multifactorielle. Selon M. Rebaud, travailler trop près de l'écran des tubes cathodiques aurait altéré sa vue au fur et à mesure des années. Elle me dit c'est pas très grave, mais enfin en vérité c'est devenu de plus en plus grave. Et là où je me suis aperçu aussi la difficulté réelle, quand je mets une prise, j'arrivais pas à trouver les 2 petits trous pour brancher la prise. C'était très dur, enfin même manuellement. Et c'est là que je me suis dit bon, j'ai vraiment un problème avec les yeux, je ne vois pas exactement ce qui se passe, ce qu'il y a. Et quand je commençais à lire une lettre, des fois, dans l'alphabet, il y a une petite lettre qui disparaissait. En vérité, elle était cachée par la maladie de la DMLA. Donc, en consultant une fois, 2 fois, et puis je suis arrivé à trouver 4 ophtalmologues différents. Un qui me dit, monsieur Rebaud, on ne peut plus rien faire pour vous, ça va s'agrandir, etc., etc.
Je dis, mais moi, j'ai absolument besoin, je peux pas rester comme ça. J'ai un commerce de photographe, artisan photographe, où j'ai fini comme finaliste au concours de meilleur ouvrier de France. Donc, c'était vraiment important pour moi que je puisse travailler mes logiciels. Alors, ils m'ont proposé de faire un séjour à la clinique Aramav à Nîmes. Et j'ai fait une demande où il y avait quand même 2 ans d'attente. Et donc, lorsque j'étais admis, c'est là que je me suis aperçu que je pouvais continuer quand même à, pas exercer, bien sûr, mais avec des précautions. Les gens ne se rendent pas compte que je suis malvoyant en tant que photographe. Maintenant, c'est vrai qu'en étant président et président avec d'autres associations où je suis membre, ça nous permet d'avoir plus de connaissances et étendre un petit peu notre savoir-faire. Mais c'est vrai que visuellement, les gens, quand ils nous voient, ils ne voient pas qu'on est malvoyant si on n'a pas de canne. Lorsqu'on va dans un restaurant, bonjour monsieur, voici le menu. Je dis oui, le menu, je suis malvoyant, mais ils ne voient pas. Ils disent ah bon. Vous voyez, c'est très dur. Alors grâce à ce petit stylo électronique, ça scanne la partie que l'on a besoin et ça nous le lit. Mais comme des fois les restaurants c'est de plus en plus bruyant, on n'entend pas bien le son du stylo électronique. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a toujours besoin. Tiens, est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a? Ou alors, on a tout à fait un autre comportement, quoi. Tout à fait. Alors qu'on est quand même valide, on a quand même nos idées, on a quand même notre emploi qu'on avait connu, mais c'est devenu problématique. Moi, je continue la photo là actuellement. Hein, je continue j'ai encore des demandes de reportage, j'ai encore des demandes de portraits parce que les gens aiment ce que je fais. Je travaille beaucoup pour l'armée. J'ai créé un YouTube. Quand je fais des reportages à l'armée me laisse passer à des endroits stratégiques où d'autres photographes n'ont pas la possibilité d'y être. Ce qui me permet de gagner un petit peu de sous grâce à YouTube que YouTube reverse directement à l'association. Oui, justement par rapport aux activités que vous réalisez, donc vous êtes photographe, cinéaste, comment vous êtes parvenu à adapter votre handicap pour continuer de poursuivre vos passions? J'ai investi, tel que le téléagrandisseur qui me suffisait plus, qui grossissait bien sûr les caractères avec un écran lumineux. J'ai changé l'équipement, j'ai mis un téléagrandisseur vocalisé. Donc ça parle, ça lit ce que j'ai besoin de lire. Ensuite, mon ordinateur, je l'ai adapté avec la loupe. Une loupe, sans loupe, je ne pourrais plus travailler l'ordinateur. Et après, j'ai une petite loupe de portatif. L'autre jour, j'ai fait un reportage d'anniversaire. J'avais oublié la loupe. J'ai pu faire mes photos, bien sûr, mais quelle catastrophe. Quelle catastrophe, parce que je ne pouvais pas bien régler mon appareil photo. Et j'ai demandé chaque fois à quelqu'un, est-ce que c'est bon? Alors visuellement, est-ce que c'est bon ce que je fais? Mais des fois, on me dit oui, alors qu'en réalité, c'est pas du tout bon, parce qu'ils n'ont pas de connaissance de photo, quoi. C'est là que je me suis dit, oh là là, c'est très grave, si j'oublie encore ma loupe, je ne peux plus progresser, je ne peux plus avancer. Je suis incapable de voir quoi que ce soit sans la loupe. La loupe n'est pas suffisante, parce que les loupes, c'est maximum grossissement 10 fois, quoi. C'est pas suffisant, mais ça m'aide un petit peu à savoir où je dois toucher sur l'appareil photo tel bouton. Alors, comme j'ai une connaissance, bien sûr, de la photo de par mon métier, je sais où sont les emplacements des boutons. C'est comme ça que je peux progresser, quoi. Mais autrement, je peux plus le voir, le fameux bouton que j'ai besoin d'appuyer. Comme changer les ISO. On travaille beaucoup de moins en moins avec un flash, et donc on a besoin de changer suivant la salle où on se trouve. Les ISO, s'il y a de l'ombre ou du soleil, faut changer 100 ISO, 200 ISO, 1000 ISO, 5000 ISO, etc. Un élément de définition, ISO en photographie mesure la sensibilité du capteur à la lumière. Plus le nombre est grand, plus l'image devient lumineuse, mais plus le grain ou le bruit numérique augmente. Ce sont des chiffres que je ne vois plus. Alors chaque fois, je suis obligé mon attitude a été de demander un petit peu à droite à gauche celui qui se trouve à côté de moi. S'il vous plaît, pourriez-vous m'aider à me dire quel chiffre il y a à tel endroit? Je lui montre l'endroit pour pas qu'il me donne autre chose. Comme quand je vois quelqu'un, j'ai envie de faire le portrait de quelqu'un parce que je le trouve très bien. Je me dis tiens, je peux essayer de faire quelque chose parce que grâce à de belles photos, je peux avoir d'autres clients, je peux attirer et puis je peux essayer d'être encore reconnu. Alors, tiens, est-ce que vous accepterez de m'aider ou de poser pour moi parce que j'aimerais faire tel sujet, tel truc comme ça. Et puis donc c'est là. Alors là maintenant, avant, je prenais des photos mannequinat ou autres facilement. Mais maintenant, comme je vois plus bien, je vais beaucoup me rapprocher du sujet pour essayer de voir si elle sourit ou si elle sourit pas. Parce que si elle sourit pas, je le vois pas. Donc je me rapproche tout ça et après je recule et hop, je fais ma photo. Quelquefois, même mes enfants, quand ils viennent me voir, je les reconnais plus physiquement.
puisque je vois la silhouette, mais je vois pas toute la tête, je vois que le front. Alors, c'est à la voix que j'arrive à reconnaître ma famille. Et donc, quand c'est des gens que je veux prendre en photo, c'est souvent, je leur fais un petit peu parler pour voir bien l'orientation où ils se trouvent, pour cadrer. Oui, je comprends. Donc, vous devez vous adapter à votre handicap, mais la société aussi est censée le faire. Comme vous le mentionnez tout à l'heure, il y a de plus en plus de malvoyants. Donc, selon la Fédération des aveugles de France, toutes les 15 heures, une personne aveugle ou malvoyante naît en France. Est-ce que vous pensez que les pouvoirs publics en font assez pour les personnes qui ont une déficience visuelle ? Non. Non, parce qu'ils n'ont pas le retour. Et j'ai remarqué que le pouvoir public, bien sûr, tient compte des fédérations, de ces gens-là bien positionnés, mais je trouve qu'il y a une saturation, il y a pas de renouveau. Voilà. Et il faudrait que les pouvoirs publics s'adressent à d'autres personnes. Un exemple, ne serait-ce que départemental, quand ils mettent en place dans les routes ou sur les trottoirs de la sensibilisation, ils ont toujours le même interlocuteur de déficient visuel. Lui-même, ce déficient visuel, c'est déficient parce qu'il est dans toute la France, s'informent même pas, ils vivent même pas, ils sortent même pas de chez eux, ils sont même pas au courant, ils sont des fois même plus dans des associations. Donc je pense qu'ils sont mal orientés. Il faudrait, je crois, une réforme de changer l'interlocuteur tous les 2 ans pour avoir du nouveau. Parce que le souci de la déficience visuelle, c'est pas toutes les mêmes années la même chose pour tout le monde, ça change. Et le pouvoir public au niveau national tient uniquement avec les fédérations, les présidents changent quelquefois, bien sûr, parce qu'il y a des élections de bureau, mais c'est souvent des priorités aux mêmes personnes, quoi, voilà. Ils devraient étendre, quand ils font une demande de mise en place ou quelque chose, ils devraient avoir le concours de plusieurs associations pour en tirer un résultat. Ça, c'est un petit peu mon avis, parce que je m'aperçois que l'UNADEV, qui est une grosse association nationale, a des idées très, très, très modernes. La FAFAPRIDEV avait de très, très bonnes idées, mais je ne veux pas les critiquer, mais ça serait des choses à revoir, parce qu'ils ont toujours préférence à des amis, mais ça va se casser la figure. Il existe plein d'associations, même des petites, qui pratiquent sur le terrain, mais que l'État n'est pas au courant, quoi. La sensibilisation, surtout dans les hôpitaux. Maintenant, des appareils de sensibilisation où on montre un petit peu les déficiences visuelles, ça serait bien que les infirmiers ou autres aient connaissance de comment nous on voit. Moi, je me suis aperçu l'autre jour en EHPAD, où j'ai fait un reportage, qu'un déficient visuel qui était admis, bien sûr, dans l'EHPAD, avait besoin, je vais donner un exemple, un verre d'eau. J'ai vu le geste de l'aide-soignante qui lui a amené le verre d'eau, mais lui, il ne voit pas le verre d'eau qu'elle lui tend à la main. Il ne le voit pas du tout. Et c'est vrai que, ou des fois, elle lui dit, je le pose là sur la table, mais ok, mais la table, il sait où elle est, mais il est obligé de tatiner avec sa main pour savoir où il est, ce fameux verre. Et des fois, en touchant le verre, boum, il renverse le verre. Alors, sensibiliser ces aides-soignantes au milieu hospitalier ou autre, c'est très important. Et donc, il existe un appareil que j'ai dû acheter, qui a quand même coûté 2500 €. C'est un simulateur de vue qui permet, j'en ai fait un essai déjà dans un EHPAD, qui permet de faire passer tous les aides-soignantes et infirmiers qui se rendent compte, dedans, il y a toutes les maladies des yeux, il y en a 7 dans la DMLA. Que l'aide-soignant se rend compte de comment on voit le déficient visuel. Et ça, c'est magique. Parce qu'après, elle sait maintenant, tiens, quand je lui donne quelque chose, je sais qu'il ne faut pas faire comme ça, il faut que je m'y prenne autrement. Vous voyez ? Ça, c'est un petit peu, c'est nouveau à mettre en place. C'est ce que ça devrait être même obligatoire. Que tous les milieux médicaux, tout ça, puissent avoir eu une simulation des déficiences visuelles, des pathologies. Je commence à mettre en place, donc j'écris quelquefois, mais on m'accepte pas tout le temps. Vous savez, pour faire un atelier, ou même dans les écoles. Et j'en ai fait une fois dans une école où c'est des sixièmes, pour voir un petit peu comment nous on voit, parce que quand ils nous croisent, ils ne savent pas comment s'y prendre. Mais là, ça prend moins. Les écoles, ils sont toujours pas distraits, mais ils sont toujours très pris partout. Et on leur fait pas perdre le temps, quoi. Point de vue législation,
Et là aussi, il y a un petit problème à mon avis. Les législateurs devraient avoir connaissance de nos demandes parce que le numérique, les impôts, les trucs comme ça, c'est écrit tellement petit, on ne peut plus les lire. Leur site internet n'est pas adapté. Nous avons des appareils, bien sûr, qui se mettent sur les ordinateurs, mais ils ne peuvent pas lire leur caractère d'imprimerie. C'est pas compatible. Donc tout ce qui est administratif devient pour nous un danger, même très 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 dur. On est obligé de faire appel à quelqu'un à l'extérieur ou quelquefois même c'est trop dur, c'est trop compliqué quoi. Est-ce que j'ai pu répondre à votre attente? Oui, c'est très bien. Merci beaucoup. Oui. Merci. Merci d'être resté jusqu'au bout et merci à monsieur René Raybaud pour son témoignage riche et inspirant. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à soutenir l'association Les Aramaviens et à suivre la chaîne YouTube de monsieur René Raybaud. Vous pourrez retrouver les liens en description. Passez une belle journée et un bel été.